C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, l'Union progressiste, le Renouveau et le Parti Renaissance nationale ont officiellement entamé le processus de signature d'un accord en vue d'une coalition parlementaire. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de préparation des prochaines élections législatives. À l'aube des élections générales de 2026, le rôle des communautés religieuses s'impose comme un levier essentiel pour préserver la paix. Quel cadre adopter pour un dialogue interreligieux favorisant ainsi une coproduction harmonieuse de la paix? La réponse dans un instant. Et puis, hors du Bénin, 26 États ont signé à San Francisco la charte fondatrice de l'ONU dans les années 1945. Après 80 ans, l'organisation fait face à une restructuration profonde et de retrait partiel du soutien américain. Anne-Vaux, bonsoir. Une cérémonie marquante s'est tenue au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. L'UPR et le Parti Renaissance nationale ont officiellement entamé un processus de signature d'un accord pour former une coalition parlementaire. Cet événement est une étape déterminante dans la préparation des élections législatives à venir. Suivons quelques propos. Nous sommes une délégation dépêchée auprès des hauts responsables du Parti Renouveau pour entrer en négociation avec ce parti dans le but de signer avec le parti un accord de coalition parlementaire. Nous sommes venus à l'UP en raison de notre proximité. Proximité parce que nous faisons partie de la même famille politique. Nous avons un bilan commun à défendre et nous avons les échéances qui viennent. Et c'est avec un grand plaisir que l'UP Le Renouveau reçoit une forte délégation du Parti Renaissance nationale. Nous avons été très heureux de les accueillir et cette visite nous a permis de comprendre que depuis 2016, malgré nos petits problèmes en tant que parti politique individuellement pris, il y a toujours cette possibilité pour nous de nous mettre ensemble quand il s'agit des grands sujets. Et aujourd'hui, c'est la preuve vivante. Bientôt, les élections générales de 2026, le rôle des confessions religieuses s'avère indispensable pour la préservation de la paix. Comment doit alors se faire le dialogue interreligieux pour la coproduction de la paix? Suivons ici les explications du professeur Doji Amouzovi. Tout individu ne peut pas ne pas dialoguer. C'est dans les gènes des hommes et des femmes de pouvoir dialoguer parce que l'homme est un être de relation et qui parle de dialogue parle donc de relation, de mise en relation. Le dialogue interreligieux est donc quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. À partir du moment où nous sommes des confessions religieuses, à partir du moment où nous sommes des fidèles des religions, toute religion mise ensemble, nous sommes obligés d'aller vers l'autre. Malheureusement, nous avons eu un héritage historique qui va à l'encontre de notre héritage culturel. Héritage historique pour la simple et bonne raison que quand les religions étrangères sont venues chez nous, pour pouvoir s'implanter, ils ont tout fait pour démontrer que ce que nous avons est n'est pas une bonne religion, disons ça pour faire court. À partir de ce moment, la plupart d'entre nous grandit avec l'ombre portée de l'idée qu'il ne faut pas se mêler des autres religions. Aussi, beaucoup de religions se posent en prosélytisme, se posent en « je suis le meilleur » et parce que je suis meilleur, l'autre est mauvais. Donc c'est dans cette base-là que nous avons évolué. J'ai essayé de démontrer aux collègues fidèles de toutes les confessions religieuses en quoi, lorsque nous parlons de Dieu, nous prônons la paix, nous prônons l'amour, nous prônons l'ouverture, nous prônons l'écoute, nous prônons l'acceptation de l'autre. Sinon, nous ne sommes pas fils de Dieu, nous ne sommes pas fidèles de Dieu. Donc c'est dans les gènes de chaque religion d'être ouvert et de mener un dialogue interreligieux. Et à partir du moment où le dialogue interreligieux est lancé, forcément, nous co-construisons la paix avec d'autres acteurs que sont le gouvernement, que sont les ONG, que sont les OING, que sont toutes les autres qui doivent venir. Mais j'ai insisté sur le fait que la paix, au-delà des mots,
est un comportement. Et ce comportement-là part de l'individu et s'étend sur la société. Je ne peux pas être en paix, dire que je suis en paix, si ma paix ne se communique pas à autrui, si ma paix n'est pas contagieuse. Donc l'un dans l'autre, nous avons vu les fondements du dialogue interreligieux, les origines du dialogue interreligieux. Nous avons vu la définition même de ce dialogue et de la construction de la paix. Nous avons vu les défis que nous devons relever. Nous avons vu les avantages que cela a. Puis nous avons chuté notre intervention en évoquant un certain nombre de mécanismes, de dispositifs pour que les confessions religieuses en général, mais que le cadre de concertation des confessions religieuses au Bénin puisse participer plus que par le passé à la co-construction de la paix. Par finir, nous avons essayé d'évoquer quelques messages clés que les organisateurs peuvent toujours travailler pour que les acteurs religieux puissent être les acteurs structurants, fondamentaux pour la construction de la paix en général et pour la construction de la paix en cette période sensible qui annonce les prochaines élections chez nous. Nous avions beaucoup insisté sur le fait que chacun de nous doit intégrer le fait qu'il est d'abord citoyen avant d'être religieux. Que ni la République, ni les religions ne devraient nous diviser, mais qui devraient nous rassembler. Réussir ses études demande du temps, de l'énergie et beaucoup de concentration, mais lorsqu'une relation amoureuse entre dans l'équation, il peut devenir difficile de tout gérer à la fois. Faut-il faire un choix entre l'amour et les études ou est-il possible de concilier les deux sans se laisser submerger? Voici quelques citoyens en parlent. Je dirais que c'est une question de capacité et si tu te sens capable de pouvoir combiner les deux au cours de l'année scolaire, tu pourras le faire alors. Mais pour moi, c'est qu'on devait donner la priorité à ces études d'abord. Je pense que c'est une question d'organisation d'abord. Il faut s'organiser. Il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. On peut faire les deux. On peut étudier et avoir une relation amoureuse. Il suffit juste qu'on s'organise. De la même manière, on peut être étudiant, élève et entreprendre. De cette même manière, on peut étudier et avoir une relation amoureuse. Et il faudrait que les parents s'y impliquent aussi. Il faut une implication des parents. Il faudrait que les parents aussi suivent les enfants. Puisqu'on va dire, on va étudier et après entamer une relation amoureuse. Mais n'oublions pas aussi que bon, tu finis les études et tout, c'est maintenant la relation amoureuse. Il faudrait que tu apprennes à connaître ton partenaire et tout. Donc c'est pas maintenant où tu es prêt maintenant à t'engager, tu te laisses aller au premier venu, tu essaies maintenant d'apprendre à connaître la personne et aussi n'oublions pas que l'âge évolue. Donc je pense qu'on peut être étudiant, élève et avoir une relation amoureuse. Tout est question d'organisation au niveau des deux. C'est deux paramètres différents. Moi je conseille aux élèves de fermer ce sujet d'abord et se concentrer sur leurs études. Les études sont très importantes. Je suis ici, c'est grâce aux études. C'est ça qui me donne à manger. J'ai vite quitté les parents pour prendre mes responsabilités. Donc, ils n'ont qu'à finir. Dès qu'ils ont leur bac comme ça, ils peuvent emprunter ces paramètres-là. Le sujet d'amour, c'est un sujet très vaste. C'est une autre aventure. Ça t'emporte dans n'importe quel sens. Donc, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs, prenez vos mal en patience. Écoutez les parents. Donnez le meilleur de vous-même. Ce que les parents disent, écoutez. J'encourage les centres d'éducation, que ce soit côté sexuel et éducatif. Amour et vie, par exemple. Ils sont là pour le suivi, pour qu'il y ait un équilibre au niveau des études et de l'amour. Donc, il faudrait que ces jeunes essaient de réfléchir à long terme. Puisque les études, c'est pour nos biens. Okay. Donc, de là, s'ils peuvent se rapprocher de ces gens de centre et aussi avoir une ouverture d'esprit et essayer de se confier à leurs parents. Mais de ce côté, il faudrait que les parents aussi soient vraiment impliqués pour que le côté amoureux ne soit pas un tabou pour les élèves ou les autres étudiants.
Je pense que je leur dirais que le mieux c'est de se concentrer sur l'avenir parce que les relations amoureuses ça pourra attendre mais les études le temps pas, ça n'attend pas. Tout de suite trouver l'argent à Cotonou, c'est pas donné à n'importe qui. Ils vont trouver leurs pauvres sous et vous mettre et vous inscrire et fin d'année vous allez amener des réponses négatives. Ils ne seront pas du tout d'accord avec vous. Je vous en prie. C'est deux choses différentes. Laissez les relations amoureuses pour le moment. Vous comprenez? Concentrez sur vos études. Les études paient toujours. Les études comptent toujours. Ces papiers ne périssent jamais. Ça va vous payer. Après, peut-être votre première année sur le campus ou si vous rentrez dans la vie active, vous pouvez déboucher sur ce sujet-là. En interactualité, ce dimanche 21 septembre, 6,7 millions d'électeurs guinéens sont appelés à se prononcer sur la nouvelle loi fondamentale du pays. Ce référendum constitue une étape cruciale dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya. La campagne pour ce référendum s'est officiellement clôturée ce jeudi, sans débat contradictoire, mais avec des questionnements quant à la transparence de ce vote. Le reportage. En Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel s'est achevée jeudi. Durant ces 3 dernières semaines, Conakry, la capitale, et d'autres contrées de l'intérieur du pays ont connu une activité intense pour une nouvelle constitution. Il s'agit d'une étape importante du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays, après le coup d'État du 5 septembre 2021. Le nouveau texte pourrait permettre au chef de la junte Mamadi Doumbouya de briguer un mandat présidentiel. Des lectures coraniques, des concerts de reggae et des prières ont été organisés pour soutenir le colonel. Un seul mot d'ordre, votez oui. L'opposition a fortement été muselée par les autorités militaires durant cette campagne auprès des 6,7 millions d'électeurs pour un référendum qui doit obtenir un taux de participation d'au moins 50% pour être adopté. Des critiques ont dénoncé le référendum comme un coup de force. Le vote est prévu dimanche et une élection présidentielle devra suivre en décembre prochain. En République démocratique du Congo, les combats opposent toujours les rebelles du M23 au Wazalendo, provoquant de nouveaux déplacements de civils et aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Pourtant, un pas avait été franchi le 12 septembre avec la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et le M23. Ce texte prévoyait la mise en place d'un mécanisme d'échange de prisonniers, suscitant l'espoir d'une alchimie. Suivant. La tension reste vive dans le territoire de Massissi, dans l'est de la RDC, où les rebelles de l'AFC M23 continuent de s'affronter violemment avec les Wazalendo. Ces combats répétés ont provoqué ces derniers mois des déplacements massifs de population, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Malgré la persistance des affrontements, une avancée diplomatique a été annoncée vendredi dernier. Le gouvernement congolais et l'AFC M23 ont signé un mécanisme d'échange de prisonniers. C'est Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l'Afrique, qui a révélé l'accord sur son compte X. Mais sur le terrain, la situation reste instable. Des combats ont encore été signalés dans plusieurs localités du Nord Kivu, notamment autour de zones stratégiques. Les Wazalendo, groupe d'autodéfense soutenus par Kinshasa, et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se disputent toujours le contrôle du territoire. Alors que les lignes de front se renforcent, la signature de cet accord sur les prisonniers pourrait-elle marquer le début d'un dialogue plus large? Pour l'heure, la population attend surtout des actes concrets. Le 26 juin 1945, 26 pays ont signé à San Francisco la Charte des Nations Unies, acte fondateur de l'organisation. À l'occasion de cet anniversaire, les dirigeants du monde entier se réuniront la semaine prochaine à New York. L'ONU traverse actuellement une période de restructuration marquée par des réductions budgétaires, des plans sociaux et le désengagement financier des États-Unis. Le reportage. Les dirigeants mondiaux se réuniront à New York la semaine prochaine pour la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.
L'événement annuel marque également cette année le 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. L'institution est en pleine restructuration face aux coupes budgétaires, aux plans sociaux et au retrait des financements des États-Unis. Certains l'appellent la Coupe du Monde de la diplomatie, mais il ne s'agit pas de marquer des points, il s'agit de résoudre des problèmes. Il y a trop en jeu. Nous nous réunissons dans des eaux turbulentes, voire inexplorées. Les divisions géopolitiques s'élargissent, les conflits font rage, l'impunité augmente, notre planète surchauffe, les nouvelles technologies avancent sans garde-fou, les inégalités s'aggravent chaque heure et la coopération internationale est mise à rude épreuve comme jamais dans nos vies. Mais la semaine prochaine, chaque pays sera présent, y compris près de 150 chefs d'État et de gouvernement. Et c'est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer. Le secrétaire général Antonio Guterres a souligné que la paix, le climat ou encore l'innovation responsable seront les thèmes centraux de la semaine. Les gens exigent des réponses et des actions à la hauteur de la gravité des défis auxquels notre monde est confronté, des actions qui répondent aux attentes de tous ceux qui observent de l'extérieur. Que cette semaine soit une semaine de solutions pour la paix à Gaza, en Ukraine, au Soudan et ailleurs, et pour ouvrir la voie à une paix juste et durable au Moyen-Orient, basée sur une solution à 2 États. Antonio Guterres a également souligné l'importance d'une réforme de l'ONU, alors que de nombreux analystes se demandent quel est le rôle de l'organisation en 2025 face aux crises diplomatiques sécuritaires. En Belgique, une 50aine de militantes des droits des femmes ont manifesté ce jeudi devant l'ambassade des États-Unis pour dénoncer les intentions présumées de l'administration Trump de détruire des millions de dollars de fournitures de planning familial. Destinés à des femmes vivant dans des conditions précaires en Afrique, ces stocks de contraceptifs représentent plus de 9 millions de dollars. C'est après moi. Des dizaines de militants des droits des femmes se sont rassemblés près de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles jeudi pour protester contre les plans possibles de l'administration Trump de détruire des millions de dollars de fournitures de planning familial destinées aux femmes vivant dans des conditions difficiles en Afrique. Les stocks coûtent plus de 9 millions de dollars et sont financés par les contribuables américains. Ils sont stockés dans un entrepôt à GL en Belgique. Si vous regardez la liste des pays où les fournitures étaient censées être envoyées, il s'agit de 5 pays africains dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, la Tanzanie et la Zambie. Ces pays ont déjà un besoin énorme de fournitures de contraceptifs. Par exemple, en Tanzanie, les fournitures qui devaient être envoyées représentent un tiers des besoins totaux du système de santé. Et en chiffre humain, c'est 1,5 million de femmes et de jeunes filles qui étaient censées recevoir des produits vitaux. C'est un impact énorme sur la vie et la santé des gens. Le mois dernier, le porte-parole adjoint du département d'État américain a déclaré qu'aucune décision définitive n'avait été prise concernant les contraceptifs et que l'administration était encore en train de déterminer la marche à suivre. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.